Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Alors, on poursuit notre série d'émissions sur les gens qui ont un lien de près ou de loin avec le musée minéralogique. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Stéphane Amann, qui est directeur archiviste au Centre d'archives. Alors bonjour Monsieur Amann. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Oui, ça va bien aussi. La première chose, le Centre d'archives vient de changer de nom avant. Oui. Oui, mais avant, c'était la Société des archives historiques de la région de l'Amiante. Et lorsque la MRC a changé de nom pour devenir la MRC des Appalaches, alors on a décidé, nous aussi, étant donné que le nom de la MRC était changé, de changer notre nom à ce moment-là. Alors, notre conseil d'administration s'est réuni à quelques reprises pour voir les différentes possibilités. Et le nom qui a été retenu à ce moment-là, c'est le Centre d'archives de la région de Thetford Mines, le Centre d'archives de la région de Thetford, pardon. Il n'y a pas de problème. Donc avant, c'était la SARA. Maintenant, c'est le CART. Le CART, oui, mais on n'utilisera pas l'abréviation. On va vraiment parler du centre d'archives à ce moment-là. Et pourquoi on a enlevé le terme société, c'est qu'une société, habituellement, ça représente un groupe de membres. Et comme on n'a pas de membres au centre, à ce moment-là, on a décidé d'utiliser centre d'archives. Et aussi, la plupart des centres qui sont agréés par la Bibliothèque Archives nationale du Québec, on parle souvent de centre d'archives, donc on a décidé de profiter à ce moment-là pour changer le nom. Et on s'est donné un nouveau logo, on a profité pour changer notre logo. Alors, au niveau du logo, c'est pratiquement primaire, là. On a changé notre nom le 3 décembre. On a reçu nos lettres patentes, nos nouvelles lettres patentes le 3 décembre. Et donc, le logo représente un sceau qui fait référence au caractère officiel des archives. Et on retrouve à l'intérieur du sceau un parchemin et une plume qui fait référence à l'histoire. Et on a mis aussi une maxime, là, gardien de notre mémoire. Donc, c'est le mandat premier de notre centre. Et pour indiquer, on avait choisi région de Thetford parce que c'est plus facile géographiquement d'identifier le lieu, mais on a quand même conservé MRC des Appalaches à l'intérieur pour indiquer que le territoire qui est couvert par le centre d'archives, c'est le même territoire que la MRC des Appalaches. OK. Quelle est la mission exacte du Centre d'archives? Nous, notre mandat, c'est ça l'a pas changé. Depuis 85, on est créé. On a été fondé en 1985 par un groupe de professeurs du service des sciences sociales du Cégep. Donc, on a été créé à ce moment-là pour acquérir, pour traiter, conserver et diffuser les archives de la région. Donc, on parle d'archives privées, donc ça peut être des archives d'individus, de compagnies, de commerce. Donc, c'est notre mandat, c'est l'acquisition d'archives puis le traitement. Puis quand vous parlez d'archives, c'est pas juste des photographies, j'imagine? Non, au niveau des archives, on a 5 grandes catégories d'archives qu'on acquiert puis qu'on traite. La première catégorie, c'est les archives textuelles. Donc, ça peut être des lettres, ça peut être des journaux, tout ce qui est sur papier, dans le fond. Donc, il nous a amené un exemple ici. J'ai, par exemple, un livre de paye de la mine Bell. Donc, qui date de 1897. Donc, on retrouve à l'intérieur du volume l'ensemble des employés avec leur profession et combien qu'ils gagnaient à ce moment-là. Donc, par exemple, un mineur pouvait gagner en 1897 en moyenne $1 à $1,40 par jour. Par jour? Oui, à ce moment-là. Ça a changé beaucoup. Oui. Alors, c'est un type de document textuel. L'autre catégorie, c'est les documents iconographiques. Donc, ça concerne photos, négatifs, diapositives, cartes postales, donc tout ce qui est images. On a présentement 184 000 images de ramassées. Et on a, parmi les 184 000, on a à peu près 20 000 là, qui sont traitées. Là. Chaque image sont indexées, décrites à l'ordinateur, sont numérisées. Donc, c'est très facile là, pour faire la consultation.
Est-ce qu'éventuellement, les 180 000 vont être oui, numérisés aussi? Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais graduellement, là, avec différents projets, là, on continue le traitement de ces documents-là. Au niveau des archives écrites, on a présentement 365 mètres linéaires. Donc, 1 mètre linéaire, ça correspond à 3 boîtes. Donc, si on dit 365 mètres linéaires, ça correspond à 1095 boîtes d'archives. Donc, c'est assez considérable. Et vous conservez tout ça dans vos locaux? Oui, on a un magasin d'archives là qui s'est situé au Cégep de Thetford. Donc, c'est conservé là. On a la 3e catégorie, c'est les cartes et les plans. Donc, on a différentes cartes de la région, on a des plans miniers, on a des plans des bâtiments aussi, différents bâtiments. Présentement, on est rendu à 510 cartes et plans là, dans nos fonds. Nous avons aussi des enregistrements sonores. Donc, on a 76 heures là, présentement d'enregistrement sonore dans notre fonds. Par curiosité, la plus ancienne enregistrement sonore, ça date de quand? Ça date des années 30. On a certains discours qui viennent surtout des syndicats. Ensuite, on a des images animées, donc des films. Donc, on a pratiquement on a un bon lien avec la télévision communautaire, justement, parce qu'ils versent leur collection, leur production au centre d'archives. Nous, on fait le traitement. Donc, ça représente présentement 1519 heures. Donc, si on voulait écouter mur à mur ces émissions-là, on aurait pour 2 mois là, sans arrêt. Là. Sans arrêt. Et la 4e catégorie, c'est les archives informatiques. Donc, aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'ordinateur. Donc, on commence là à ramasser des archives informatiques, que ce soit les documents qui sont numérisés ou des documents Word en numérique. Donc, si on veut conserver l'histoire d'aujourd'hui, il faut commencer à acquérir ces documents-là aussi. Ce qui sont des documents d'actualité aujourd'hui vont être archives demain. Tout à fait. Il faut penser à conserver ça aussi. Est-ce que quelqu'un qui veut consulter les archives, comment il doit procéder? Au niveau de la consultation, c'est gratuit. Donc, les gens peuvent venir à notre local. Donc, on est situé, comme je disais, au Cégep de Thetford. C'est le local 1093. Normalement, on est ouvert du lundi au vendredi. Mais c'est toujours préférable de téléphoner avant pour être certain qu'il va y avoir une personne parce que présentement, nos ressources étant limitées, on fait aussi de la gestion documentaire pour certains organismes et ça nous appelle des fois à sortir habituellement, c'est le vendredi qu'on est absent. Mais normalement, c'est ça, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Donc, les gens peuvent venir consulter les documents, que c'est gratuit, puis nous, on les aide dans leur recherche à ce moment-là. La plupart des gens qui viennent consulter les archives, ils le font pour quelles raisons? La plupart, je dirais, en premier, c'est surtout les gens qui font de la généalogie. Ils essaient de trouver l'histoire sur leur... En premier, ils font leur arbre généalogique, tout ça, puis après, ils veulent avoir un petit peu d'histoire par rapport à leurs ancêtres, comment ils ont vécu tout ça. Donc, ils viennent consulter les documents qu'on peut avoir. Si on a des images aussi, je dirais peut-être c'est 60% de notre clientèle, c'est des généalogistes, des gens qui travaillent sur leur famille. Ensuite de ça, on a beaucoup des étudiants aussi en histoire. Il y a un cours d'histoire régionale au Cégep, donc beaucoup d'étudiants. On a aussi des journalistes qui nous demandent souvent font des recherches sur différents sujets. Je dirais le sujet dans ce cas-là qui est le plus demandé, c'est tout ce qui touche à la grève de 49, la grève de l'amiante. Donc, ça a été marquant pour notre région puis pour l'histoire du Québec. Donc, on a beaucoup de demandes. La grève de 1975 aussi. On a des écrivains aussi qui écrivent des différents volumes, qui veulent documenter. Ça fait à peu près... On reçoit à peu près, je dirais, on a à peu près 200 chercheurs annuellement là, qui viennent sur place.
sans compter ceux là, qui font des demandes de plus en plus maintenant, c'est des demandes via courriel. Ah, OK. Donc, quand on est en mesure de répondre, on le fait, mais souvent, quand ça demande des recherches supplémentaires, on demande aux gens, si possible, de venir consulter sur place. Donc, vous pouvez envoyer, admettons, quelqu'un demande une photo de monsieur un peu, vous pouvez l'envoyer par courriel à ce moment-là. C'est ça. Des fois, on envoie une sélection d'images, puis les autres font leur sélection à ce moment-là. Vous devez avoir des liens quand même assez serrés avec la Société de généalogie. Oui, mais c'est sûr que la Société de généalogie, nous, on est des conservateurs d'archives, mais la généalogie, c'est un des utilisateurs, comme je disais, la plupart, beaucoup de gens en généalogie qui font de la recherche. Et la Société même écrit des articles, par exemple, pour leur revue, donc ils doivent documenter, faire beaucoup de recherches. À ce moment-là, nous, on collabore beaucoup, puis on écrit certains articles aussi avec la Société de généalogie. Puis on collabore à des différents projets communs sur différentes publications qu'ils peuvent faire. Là. Et est-ce que vous faites des sorties publiques, des expositions, des choses comme ça? On organise annuellement une exposition au Cégep, une exposition sur différents sujets. On a fait une dernièrement la dernière qu'on a fait, c'est sur l'architecte Jean Birchman Gagnon, lui a fait beaucoup de bâtiments publics, les plans de bâtiments publics à Thetford Mines, puis à Black Lake, tout ça. Fait qu'on a fait une exposition sur lui, mais à chaque année, on trouve un sujet pour faire une exposition. Et ça arrive à l'occasion aussi que notre exposition, on va des fois dans un centre d'achat ou à la Station des Arts aussi, ça arrive à quelques reprises, parce qu'on a collaboré à des expositions. Et on collabore aussi aux expositions du musée. Du musée, oui. Tout à fait. Oui, on a une bonne collaboration, entre autres au niveau de la réserve du musée. On a des bonnes Oui, on a un très bon lien avec le musée. Et d'ailleurs, on conserve la collection du musée, tout ce qui est photographie, qui sont versés au musé, sont transférés au centre d'archives, puis nous, on l'ajoute à la banque iconographique qu'on possède. Donc, c'est une très bonne collaboration. Est-ce que c'est possible aussi que vous ayez des liens avec le magasin Général O'Brien? Oui, parce que souvent, les gens ne savent pas quoi donner. Donc, nous, si quelqu'un arrive avec des objets, ben nous, en centre d'archives, on ne conserve pas d'objets. À ce moment-là, on va les mettre en lien avec si on voit que ça a le plus un lien avec le musée, ben on va les référer au musée. Mais moi, je fais partie aussi du comité d'acquisition du musée, donc je sais à peu près les documents susceptibles, les objets qui sont susceptibles d'intéresser le musée. Et je connais au niveau du magasin O'Brien, ben, que je vois que c'est plus intéressant pour que ça aille au musée O'Brien, mais à ce moment-là, on va les référer. Et d'ailleurs, un des administrateurs du magasin O'Brien fait partie aussi de notre conseil d'administration. Donc, à ce moment-là, puis on participe aussi à des expositions avec le magasin O'Brien. Dont on a une présentement, l'été dernier, avec les métiers d'autrefois. Oui. Donc, nous, notre collaboration, c'est l'exposition a lieu physiquement au magasin O'Brien, mais on a fait aussi sur notre site Internet une exposition virtuelle. Justement par rapport à cette exposition-là. Donc, c'est chacun des métiers qu'il y a une image et une description aussi sur ce métier. C'est ça, différents métiers qu'on retrouvait à l'époque, comme on a un bûcheron, forgeron, maître d'école, maîtresse d'école, marchand ambulant, donc différentes professions comme ça qu'on peut... J'invite les gens, parce que l'exposition va avoir encore lieu au magasin O'Brien. Donc, vous pouvez venir voir sur notre site Internet quelques images, mais c'est aussi très intéressant la visiter sur place. Directement. Oui. Et je crois aussi que vous publiez des livres, des documents comme ça. Ben nous, au niveau de la diffusion, c'est sûr qu'on est souvent sollicité. On a participé à différentes publications depuis qu'on existe. On a participé, par exemple, au livre du centenaire de Thetford, où on dirait peut-être 90% des images qu'on trouve dans le livre sur le centenaire provient de nos fonds et collections. On participe aussi à, comme je disais, les chercheurs souvent vont consulter nos archives, vont utiliser nos archives, puis on retrouve souvent, on demande à avoir une copie du volume. Par exemple, on retrouve des photos qui sont dans le volume Une histoire du Québec en photo. Donc, on a participé à ça. Avec le musée,
on retrouve une mine de Bonjour qui a été publiée par le musée. Donc, on a collaboré beaucoup aussi aux images qu'on retrouve à l'intérieur. Un autre exemple par le passé, un excellent volume là, sur les 100 ans, ça s'appelle 100 ans noir sur blanc. Et il y en avait un spécialement sur la région de l'Amiante, donc on a collaboré aussi à ce volume-là. Mais avec la généalogie aussi, on a différentes publications qu'on a utilisées sur le livre historique de Saint-Maurice, par exemple. On a un volume aussi sur le nom des rues de la ville de Thetford Mines. On a participé à ça. Mais nous, on a fait une publication, là, vraiment, notre centre d'archives, sa propre publication, il y a 2 ans. C'est un volume qui s'appelle 100 ans d'histoire sur les mines d'amiante à travers les archives. C'est mon collègue Stéphane Garneau. Lui, il s'occupe beaucoup au traitement des documents d'archives. Puis, qu'est-ce qu'il trouvait, c'est que au niveau des archives, c'est souvent les documents iconographiques, les photos qui sont utilisés, malgré le fait qu'on retrouve des documents papier très intéressants qui pourraient être mis en valeur aussi. Fait que son défi, c'était de trouver un document par année. Okay. Donc, il est parti de 1900 à 2000, il a couvert 100 ans. Et à l'intérieur de ça, au lieu de mettre en évidence des photos, il mettait en évidence les documents papier, puis il faisait une mise en contexte de ces documents-là. Et c'est des documents qui sont en lien avec dans ce cas-là, avec les mines d'amiante, parce que, étant donné que c'est l'histoire des mines de la région, ça est beaucoup relié aux mines, donc... Est-ce qu'il y a des années qui ont été plus difficiles que d'autres à couvrir? Non, c'était le contraire. C'est que souvent, il y avait un choix à faire parce qu'ils voulaient vraiment avoir un document par année. Et des fois, on avait 2, 3 très bons documents, puis c'était de faire la sélection. Mais non, ça a été quand même assez facile de trouver un document par année. Est-ce qu'il y a eu des événements majeurs à Thetford qui fait que des archives ont pu être perdues, comme par exemple un incendie ou des choses comme ça? Au niveau privé, non, je dirais pas que d'événements majeurs, mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les gens, nous on a été créés juste en 1985, et mais les activités ont réellement commencé, je dirais, en 87. On a été fondé en 85, mais avant de mettre en lien tout ça, ça a pris encore quelques années. Je dirais que avant nous, il y a eu une personne qui, je vais rappeler son nom, hein. C'est Madame Monique Corriveau. En 1976, ça marquait les 100 ans de la découverte de l'amiante. Et à ce moment-là, Mme Corriveau s'est entourée de bénévoles et ils ont fait le tour au niveau de la région pour ramasser justement des documents par rapport aux mines, par rapport à l'histoire de la région. Et ils ont vraiment, avec les années, ont ramassé une quantité quand même appréciable de documents. Puis je dirais, c'est parmi les fonds qu'on conserve grâce à ce comité-là, ça s'appelait la Galerie de nos ancêtres de l'or blanc. Eux autres, ils voulaient faire une exposition. Donc, je pourrais quasiment dire que c'est un peu l'ancêtre du centre d'archives, parce que nous, on est arrivé un petit peu après, mais malheureusement, ça n'a pas continué leur comité par manque de budget. Ça a tombé. Puis Mme Corriveau, elle a tout conservé, ces documents-là, chez elle. Et lorsque le centre a été créé, quelques années après, elle est venue nous déposer ces documents-là. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu des gens qui auraient ramassé ces documents-là à l'époque, on aurait perdu une quantité importante de documents. C'est au niveau des images aussi, il y a des très belles images qui viennent de ce fonds-là, qu'on appelle. Et d'ailleurs, sur notre site Internet, on a deux banques d'images qu'on met accessibles. Et une de ces banques-là, c'est Galerie de nos ancêtres. Puis plusieurs de ces images-là sont vraiment, même, ils ont été utilisées beaucoup au niveau du livre du centenaire de Thetford. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont des documents à la maison et ils ne voient pas l'importance que ça peut avoir. Puis lorsque les gens s'en vont pour la retraite ou ils déménagent puis ils veulent faire du ménage, justement,
Ben, à ce moment-là, il y a des décisions qui prennent, les documents sont détruits, puis ils ne pensent pas de les verser Ou au au moment centre d'un d'archives. décès aussi, Ou au moment peut-être. d'un décès, tout à fait. Ça peut être les enfants qui regardent les images, puis ils ne reconnaissent pas les gens qui sont sur les images, donc bon, ça n'a pas vraiment de valeur. Puis Ils les on jettent. perd. Je dirais plutôt que c'est ça qui... puis même au niveau des compagnies aussi, souvent quand il y a une faillite, des choses comme ça, la compagnie ferme, on prend pas conscience de l'importance que ça peut avoir, puis les documents se retrouvent malheureusement au dépotoir. Donc, les gens sont encouragés, que ce soit pour du ménage, pour un Ah décès oui, ou tout à quelque chose. fait. Si vous avez un moindre doute, c'est mieux de téléphoner, de nous appeler, puis nous, on peut regarder avec les gens là, si vraiment ça a une valeur ou pas. Là. OK. Mais s'il vous plaît, ne détruisez pas sans nous appeler, sans s'assurer de la valeur de ces documents-là. Puis même, nous, bon, on fait de l'acquisition par voie de don. Okay. On peut faire un prêt aussi. Certains organismes peuvent nous prêter les documents pour qu'on les rende accessibles au public. Et on met à ce moment-là des termes de 5-10 ans. Puis au bout de 5 ans, à ce moment-là, l'organisme peut décider de renouveler ou bien finalement de changer le prêt pour un don. Aussi, pour des documents qui ont une valeur vraiment importante pour notre histoire, il y a des reçus d'impôts aussi qui peuvent être délivrés. Là, on fait une évaluation, combien que ça peut valoir, et on peut émettre un reçu d'impôt. On est un organisme de charité, de bienfaisance, donc on est en mesure de remettre des reçus d'impôt aussi pour des dons. OK. Est-ce que ça arrive des fois que des gens vont apporter des photos ou des documents puis qu'ils n'ont pas l'histoire qui vient avec? Oui, ça aussi, ça nous arrive malheureusement trop souvent aussi qu'on reçoit des images qui sont pas documentées. On ne sait pas le nom des personnages qu'on retrouve. Alors à ce moment-là, c'est sûr que la photo perd beaucoup de valeur parce que il y a certaines photos qu'on va conserver pareil parce qu'au niveau de l'habillement, ça donne quand même des informations intéressantes. Okay. Mais lorsqu'on a un nom, on peut identifier l'individu, c'est encore plus intéressant, ou identifier un lieu ou que ça représente ou un bâtiment. Des fois, on est en mesure, nous, de le faire, mais c'est sûr que quand les documents sont bien identifiés, c'est encore un plus. Là, oui. C'est un peu comme ça ici aussi au musée. C'est pas tant l'objet qui est important, mais l'histoire qu'il y a en arrière de cet objet-là. Tout à fait, oui. Vous avez été fondé en 1985, donc 2010 marque votre 25e anniversaire. Est-ce qu'il y a des activités prévues? Oui, ben c'est ça. On a mis un comité concernant cet anniversaire-là. Ça va être... bon, nous, on est fondé le 29 mai 1985. Donc, à partir du mois de mai, il y a différentes activités qu'on va tenir. Il va y avoir, par exemple, justement, avec la Société de généalogie, il y a un numéro, le Bercail, qui va porter vraiment sur l'histoire du centre d'archives, et on met en valeur aussi les différents fonds qu'on conserve à l'intérieur de ça. Nous cherchons... il va y avoir des activités pour nous mettre en valeur au niveau, par exemple, on veut faire un signet, on veut faire des différentes activités de diffusion que je peux pas encore toutes dévoiler. Mais une des activités qui va se terminer, c'est vraiment une exposition à la Station des Arts. Avec, là, on va mettre vraiment en valeur tous les différents fonds et collections qu'on conserve, puis on va inviter les gens là, à venir à la Station des Arts pour voir cette exposition-là sur les 25 ans du Centre d'archives. Alors, et aussi, il va y avoir un brunch conférence, un brunch avec projection de photos d'époque aussi, on est en train de regarder pour faire ça aussi. Là. On va annoncer bientôt là, les dates là, précises là, pour ces activités-là. Est-ce que ça vous sert d'activité de financement en même temps? Oui, c'est ça. On va avoir l'objectif, dans le fond, c'est une activité de financement, puis en même temps, c'est de se faire connaître. Parce que, comme je disais, le plus possible de gens qui vont entendre parler du centre d'archives, à ce moment-là, on peut avoir le réflexe des gens pour que disent, ah, on a des documents, mais là, il y a un centre d'archives à Thetford, on va aller lui verser les documents. Donner. Et depuis aussi quelques années, je dirais c'est la 3e année, on a une bonne entente aussi avec le Courrier Frontenac. On écrit une chronique historique mensuellement dans le Courrier Frontenac. Donc, encore là, c'est une façon de se faire connaître. Là. Puis, je dirais, depuis qu'on a cette chronique-là, justement, on a des appels pour des gens. « Hey, moi, j'ai un bon sujet, là, j'aurais des documents, vous pourriez parler de tel sujet. »
on invite les gens encore là à communiquer avec nous. Puis quand on peut diffuser l'information, c'est toujours intéressant. Avez-vous besoin d'aide, par exemple, pour la planification de ces événements-là pour le 25e? Si des gens aimeraient s'impliquer, est-ce qu'ils peuvent Oui, le on va faire? faire un appel à des bénévoles, c'est certain, à ce moment-là. Vous pouvez toujours, si vous êtes intéressé aussi, à venir donner du temps au centre d'archives. On a toujours besoin de bénévoles pour nous aider à traiter des fonds d'archives. Des fois, des gens qui peuvent justement consulter notre banque iconographique, puis ils peuvent identifier des photos, tout ça, mais on bonifie toujours notre base de données à ce moment-là. Puis si des gens sont intéressés à l'histoire, vous pouvez toujours communiquer avec nous, puis on va lui trouver des choses à faire, c'est certain, au niveau du centre. Parfait. Alors, on vous souhaite un bon succès avec vos activités. Merci beaucoup. beaucoup. Je vous remercie, M. Hamann, pour cet entretien. Merci. On invite tous les gens qui sont intéressés à consulter les archives ou à donner des archives au centre d'archives, de les appeler, d'aller les voir à leurs locaux du Cégep. Est-ce que je peux vous donner justement les coordonnées de le numéro de téléphone, oui, qui oui, est le 418, le 338-8591, et c'est le poste 306. Et pour le site Internet, j'imagine, on en voir ça sur Google en tapant centre d'archives. Oui, centre d'archives, tout à fait. Donc, c'est très facile à trouver. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse.